La rémunération des dirigeants est vraiment un serpent de mer qui revient à la surface régulièrement en France, mais pas seulement en France. Enfin, régulièrement en France, puisque on se souvient du patron d'Alcatel, du patron de Michel Combes, du patron d'Alcatel autrefois, du patron de Vinci, qui, pour des raisons diverses et variées, leurs émoluments, les stocks options, leur rémunération, leur prime de départ, leur retrait de chapeau, etc., avaient fait l'objet de vastes discussions et critiques dans la presse, à tel point que certains d'entre eux avaient été obligés d'ailleurs de renoncer à tout ou partie de ce qui était contractuellement prévu qu'ils pouvaient obtenir et toucher. Donc c'est un serpent de mer qui répond un peu à la haine envieuse des Français, relayée d'ailleurs par les hommes politiques. C'est-à-dire que le général de Gaulle, François Mitterrand, bien entendu, mon ennemi c'est la finance, François Hollande, etc., on se place du côté de l'impression un peu populiste des gens selon laquelle les rémunérations des dirigeants sont trop élevées. Alors, il faut regarder un peu les chiffres. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les entreprises françaises qui ont plus de 1 salarié, le patron, qui s'appelle gérant, président, etc., de la société en question, a en moyenne des émoluments, des rémunérations annuelles qui s'élèvent à 50 000 euros. Maintenant, si vous prenez les 250 plus importantes entreprises françaises, eh bien, en moyenne, leurs dirigeants perçoivent une rémunération annuelle de 750 000 euros. Alors évidemment, on se focalise beaucoup sur des cas extrêmes, et les cas extrêmes se retrouvent au niveau des entreprises du CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus importantes entreprises françaises par leur valeur, par leur capitalisation boursière. Et là, les rémunérations moyennes sont, tout compris, variables plus fixes, sont un peu supérieures à 2 millions d'euros. On sait que la fiscalité française est assez lourde, et donc ces rémunérations sont des rémunérations avant impôt. Donc, si vous voulez, après impôt, ça fait des rémunérations de l'ordre de 1 million d'euros. Alors on peut se demander s'il est illégitime pour le patron de Total, pour le patron de Sanofi, de BNP Paribas, des entreprises très importantes, d'obtenir une rémunération après impôt qui est de l'ordre du million d'euros. Alors donc il faut relativiser cette question-là. En fait, il s'agit des rémunérations de certaines personnes dans les plus grandes entreprises. Donc il y a une critique au niveau de la rémunération absolue de certains, et aussi au niveau de la rémunération relative. C'est-à-dire qu'il y avait un banquier extrêmement connu, il y a plus de 100 ans, 150 ans à Wall Street, il s'appelait John Pierpont Morgan, qui disait qu'il ne devrait pas y avoir de différence de rémunération entre la personne la mieux payée dans une entreprise et celle la moins bien payée, de plus de 30 fois. Bon. Or, effectivement, dans les cas que je citais, cette proportion n'est pas de 1 à 30, mais de 1 à 50, 1 à 60, 1 à 100, voire 1 à 300. Donc, c'est très élevé. Donc. Mais ces rémunérations les gens qui perçoivent ces rémunérations sont pas dans une situation très confortable parce que, en fait, si vous interviewez des notaires, ils vous diront que parmi leurs clients, les mieux payés ne sont pas les patrons du CAC 40, mais ce sont souvent des concessionnaires d'automobiles, des importateurs de tire-bouchons chinois, des gérants d'hypermarchés. Donc il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Alors évidemment, la presse et les médias se focalisent sur les gens connus et sur les entreprises importantes, etc. Et puis j'oublie pas, mais quand on pense aux acteurs, quand on pense aux sportifs, personne ne s'étonne, ou personne n'est surpris, ou personne ne trouve pas convenable ou inconvenant que les salaires de ces sportifs de haut niveau, de ces grands acteurs, etc. Bon. Alors, donc, voilà, il y a une transparence dans les rémunérations des dirigeants qui fait qu'ils sont dans un pays qui n'est pas, on le voit actuellement, qui n'est pas très pro-capitaliste. Eh bien, il y a effectivement une vindicte à l'égard des rémunérations de ces gens-là. Il y a deux sujets. Le sujet, c'est est-ce que c'est mérité ou pas?
Alors, bien entendu, il y a des cas où ces rémunérations sont totalement imméritées, en ce sens que il y a peu de relations. Autrement dit, vous vous attendriez à ce qu'un patron soit bien payé si les performances économiques, opérationnelles et financières de l'entreprise qu'il dirige sont bonnes. Or, il s'avère qu'il y a, une étude récente qui est parue aux États-Unis qui montrait que les 10 patrons les mieux payés américains, aucun d'entre eux, son entreprise avait été dans les 10 plus performantes entreprises américaines. Et même seulement 3 d'entre eux faisaient partie du décile, c'est-à-dire les 10% des entreprises les plus performantes. Autrement dit, il y a souvent un hiatus entre les rémunérations des dirigeants et les performances des entreprises qu'ils dirigent. Donc il faut que ces rémunérations, effectivement, soient méritées d'un point de vue d'équité de la rémunération. Bon, et donc le problème n'est pas seulement français, il est européen, il est anglais. Les actionnaires de quelques entreprises anglaises, parmi les plus grandes, notamment British Petroleum, il y a 2 mois, ont voté contre la rémunération qui était proposée pour le patron de British Petroleum. Même chose aux États-Unis. Donc c'est un vent un peu mondial. Et donc la question qui se pose et avec laquelle je vais finir mon intervention, c'est celle de qui doit décider de ces rémunérations. Alors si vous prenez le cas récent de Carlos Ghosn, qui, c'était dans la presse ce matin, qui a eu une rémunération au titre de 2015 vous savez, Carlos Ghosn a 2 casquettes, il est à la fois le patron de Renault et le patron de Nissan. Et donc, en tant que patron de Renault, il a obtenu une rémunération de 7 millions d'euros. Et en tant que patron de Nissan, une rémunération de 9 millions d'euros. Une rémunération de 16 millions d'euros. Bon, alors, qui fixe la rémunération? Alors, en l'occurrence, le cas fait débat. Le cas fait débat parce que l'État est actionnaire à hauteur de 23% de Renault. Et depuis 2013, il y a ce qu'on appelle le say on pay, c'est-à-dire que les assemblées générales d'actionnaires ont le droit de dire, enfin non seulement le droit de, mais des résolutions peuvent être présentées à l'initiative des actionnaires ou à l'initiative du conseil d'administration sur la rémunération, le mode de rémunération et le montant de rémunération des dirigeants. Or, il se trouve que l'Assemblée générale, le conseil d'administration venait de décider cette rémunération pour Carlos Ghosn, et l'Assemblée générale, dans les heures qui ont suivi cette décision, a voté contre cette rémunération. Et malgré ça, le conseil d'administration s'est réuni à la suite de cette Assemblée générale et a maintenu la rémunération qu'il avait proposée. Donc, la conséquence de cela, c'est qu'une nouvelle loi est passée tout à fait récemment, qui dit que le say on pay, c'est-à-dire la possibilité pour les actionnaires de donner leur avis sur la rémunération des dirigeants, n'est plus uniquement consultatif, comme c'était le cas dans l'ancienne loi, mais aurait une valeur définitive. Autrement dit, maintenant, à partir de maintenant, les assemblées générales d'actionnaires pourront décider de refuser les rémunérations, le mode de rémunération qui leur est proposé, qui est suggéré pour les dirigeants. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a une autre chose qui est intéressante, qui est intervenue récemment, c'est que le plus grand... Donc, qui doit décider toujours? Alors, le plus grand fonds souverain mondial, c'est un fonds norvégien qui gère près de 1000 milliards de dollars. Et pourquoi le fonds norvégien gère-t-il autant d'argent? Parce que la Norvège est riche en réserves pétrolières. Et donc, l'État norvégien, dans sa grande sagesse depuis 25 ou 30 ans, a mis de côté une partie des recettes de cette manne pétrolière dans un fonds. Et donc, ce fonds souverain, à une taille tout à fait extraordinaire de 1000 milliards de dollars, est investi dans 9000 sociétés et détient, dans chacune des sociétés où il est actionnaire, 1,3% du capital de ces dites sociétés. Eh bien, il vient de... Alors qu'avant cela, ce fonds norvégien, comme les autres investisseurs, refusait de s'immiscer dans ses décisions de rémunération. Il a décidé de publier cette année ce qu'il appelle un position paper, c'est-à-dire sur sa vision de la gouvernance et de la rémunération des dirigeants des entreprises dans lesquelles il investit, et de faire des exemples
c'est-à-dire qu'il va publier les entreprises dont il considère, ou quelques-unes d'entre elles en tout cas, parce que ça en a un certain train à faire, où il considère que les dirigeants sont trop payés. Dernier point, il faut que cette rémunération donc soit méritée, comme je le disais tout à l'heure. Et méritée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des règles précises. Dans ces rémunérations dont on parle de 1 million, 1,5 million, 2 millions, 2,5 millions, ce sont des rémunérations qui ne sont pas seulement un fixe, qui sont un fixe plus un variable, de la même façon que les footballeurs ont des primes de match, eh bien, ou que les acteurs ont des primes ont d'intéressement aux recettes des films dans lesquels ils sont les acteurs principaux, eh bien, les rémunérations des dirigeants sont en partie rémunérations variables. Et donc, il faut bien trouver, bien calibrer, et je finirai là-dessus, bien calibrer le système d'intéressement variable de la rémunération des dirigeants sur des critères très précis de performance opérationnelle et financière.